À la une de l'actualité, le centre-est des États-Unis balayé par de puissantes tornades. Les opérations de sauvetage sont en cours. Il y a au moins 70 morts dans le Kentucky et le bilan pourrait encore s'alourdir, prévient le gouverneur. Au Liban, une explosion retentit dans un camp palestinien dans la ville de Tyr, au sud du pays. Il y aurait plusieurs blessés. De sources officielles, cela se serait produit dans un dépôt d'armes et de munitions du Hamas, une version contestée par le mouvement islamiste palestinien. Et puis une nouvelle carrière pour Samuel Eto'o, l'ancien lion indomptable passé par l'Inter Milan et le Barça, a été élu président de la Fédération camerounaise de football. Il promet notamment de lutter contre la corruption et de promouvoir le football féminin. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus dans ce journal. Aux États-Unis, le choc et la sidération après le passage de tornades dévastatrices. Dans le centre du pays, des quartiers entiers ont été balayés. Une tragédie inimaginable pour Joe Biden. Le dernier bilan officiel fait état d'au moins 70 morts dans l'État du Kentucky. Un bilan qui pourrait être revu à la hausse. De nombreux habitants manquent encore à l'appel. Chloé Barbeau. C'est une ville dévastée, balayée par une gigantesque tornade. De Mayfield dans le Kentucky, il ne reste que ses ruines. Des bâtiments éventrés, comme ce bureau de poste. Des carcasses de voitures. Cette station essence est complètement retournée. Pendant la nuit, le toit de cette usine de fabrication de bougies s'est effondré sur les ouvriers. L'une des employées se filme, piégée sous les décombres. Je reste calme, mais je ne vais pas bien. Au lever du jour, l'épouse de cet homme traumatisé reste introuvable. Je veux retrouver ma femme. J'espère qu'elle est dans un endroit en sécurité. S'il te plaît, reviens-moi. Cette tornade est la plus meurtrière de l'État du Kentucky. Nous avons déjà perdu plus de 70 compatriotes. Et ce chiffre pourrait monter à plus d'une centaine. La nuit dernière, un phénomène météorologique a créé plusieurs dizaines de tornades dans le centre-est des États-Unis. Kentucky, Arkansas, Tennessee, Illinois et Missouri, au moins 5 États ont été touchés. Joe Biden s'en est ému. Perdre un proche dans une tempête comme celle-ci est une tragédie inimaginable. Nous travaillons avec les gouverneurs pour nous assurer qu'ils ont ce dont ils ont besoin pour rechercher les survivants. À Edwardsville, dans l'Illinois, cet amas de tôle était un entrepôt Amazon. À l'intérieur, des employés qui travaillaient de nuit pour traiter les commandes avant les fêtes de Noël se sont retrouvés pris au piège, dont le proche de cette femme. Il était au téléphone avec moi pendant que ça se passait. Les camions arrivaient, je lui ai dit de sauter du camion et de se baisser. Maintenant, il est introuvable. Dans tous les États concernés, les secours sont encore à pied d'œuvre. Au Liban, les versions s'opposent après l'explosion survenue dans un camp palestinien à Tyr. De sources officielles, la déflagration aurait eu lieu dans un dépôt d'armes et de munitions du Hamas, ce que conteste le mouvement islamiste palestinien qui évoque un court-circuit dans un entrepôt de bouteilles d'oxygène. Les précisions de Bilal Tarabé. Dans le camp palestinien de Bourj al-Chamali au sud Liban, la vie reprend son cours. Les membres des forces armées palestiniennes chargées de maintenir l'ordre patrouillent dans les rues, tandis que les habitants nettoient les dégâts de l'explosion qui a secoué le camp vendredi en début de soirée. Deux thèses s'affrontent toujours pour expliquer la déflagration. Selon des sources militaires libanaises et l'agence d'information nationale, il s'agirait d'un dépôt de munitions appartenant au mouvement palestinien Hamas qui aurait explosé. Mais selon le mouvement palestinien, le dépôt aurait contenu des bonbonnes d'oxygène destinées aux malades du Covid-19. Bourj al-Chamali est l'un des 12 camps palestiniens situés au Liban. L'armée libanaise n'y rentre pas. Ce sont les factions palestiniennes qui sont chargées d'y maintenir l'ordre.
Et le bras de fer continue entre Paris et Londres sur l'octroi des licences aux pêcheurs. Sur les 104 réclamés par la France, les Britanniques n'en ont accordé que 23. Pour les pêcheurs français, le compte n'y est pas. Dans les Hauts-de-France, ils se disent délaissés par la Commission européenne et annoncent des actions contre les importations de produits britanniques. Au Cameroun, il raccroche définitivement ses crampons de footballeur et endosse cette fois le costume de président de la Fédération de football. À tout juste 40 ans, Samuel Eto'o, l'ancien buteur des Lions indomptables, a été élu à la tête de l'institution camerounaise. Je me rappellerai ce jour avec fierté, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Il promet de donner un nouveau souffle au football camerounais. Et les défis sont nombreux, comme nous l'explique notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. La victoire de Samuel Eto'o est une surprise, mais elle a tout de même été obtenue avec une marge assez importante. 43 voix contre 31 à Seydou Mbombo Njoya, le président sortant de la Fédération camerounaise de football, ce qui a sans doute séduit les 74 délégués qui étaient censés désigner le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. C'est sans doute le programme de l'ancien capitaine des Lions indomptables, un programme dans lequel il a promis de redonner vie au football jeune, de relancer également le football féminin, mais aussi de construire des infrastructures sportives, footballistiques notamment, sur toute l'étendue du territoire national. Samuel Eto'o, qui vous le savez, a eu une brillante carrière de footballeur. Il a été également capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun, les Lions indomptables, et a pu s'attirer le soutien de certains de ses anciens coéquipiers, notamment Joseph-Antoine Bell et Roger Mila. Le premier défi qui attend maintenant le tout nouveau président de la Fédération camerounaise de football sera peut-être de faire gagner les Lions indomptables lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que le pays accueille à partir du 9 janvier prochain. Une compétition que le Cameroun n'avait plus accueillie depuis 50 ans, depuis 1972. C'était un peu le combat de David contre Goliath en Inde. Des milliers d'agriculteurs ont finalement obtenu gain de cause. Après une année de manifestations et de blocages, la réforme agraire très contestée a été abandonnée par le gouvernement. La loi devait permettre aux entreprises privées de contrôler davantage le secteur agricole. Inès Olagaray. Pour une fois, ces embouteillages à la sortie de New Delhi sont bon signe. Ces milliers d'agriculteurs reprennent le chemin de leur village. Le gouvernement vient de céder à leurs dernières revendications. Au vu des promesses faites par le gouvernement, nous avons décidé de suspendre nos manifestations. Nous nous réunirons le 15 janvier prochain et si ces promesses n'ont pas été tenues, nous recommencerons à manifester. Voilà plus d'un an que des milliers de fermiers indiens manifestaient dans tout le pays pour le retrait de plusieurs réformes agricoles. Des lois qui autorisaient les agriculteurs à vendre leur production aux acheteurs de leur choix. Et sans la garantie des prix fixés par l'État, les petits producteurs craignaient, eux, d'être à la merci des grandes entreprises et de devoir brader leurs marchandises. Face à l'ampleur de la contestation, le Premier ministre indien a fini par faire abroger ces lois le mois dernier. Narendra Modi vient également d'accepter de verser des compensations aux familles des fermiers morts pendant les manifestations et de mettre fin aux poursuites lancées contre certains d'entre eux. Ils se sont inclinés face au peuple et nous, les fermiers, nous avons sauvé la démocratie. Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, jamais Narendra Modi n'avait cédé face à la contestation de la rue. Mais le Premier ministre veut garder l'avantage dans les États du Pendjab et de l'Uttar Pradesh, où se tiendront des élections clés dans quelques mois, et d'où sont originaires de nombreux agriculteurs ayant pris part au mouvement. Et le jour s'est levé en Nouvelle-Calédonie et les bureaux de vote sont donc ouverts pour le troisième et dernier référendum d'autodétermination. Les indépendantistes réclamaient le report du scrutin dans ce contexte de pandémie, réclamaient le report pour l'après-présidentiel. Ils ont donc décidé de boycotter ce référendum de dimanche. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans une vingtaine de minutes. À tout de suite.